Bien, bonjour, bienvenue pour ce troisième mardi techno sur la technologie d'impression 3D avec notre partenaire HP. Je m'appelle Philippe Roussel et donc je suis le délégué général de Robotics Place. Et donc pour commencer cette session, je vais faire une présentation de Robotics Place. À la suite de quoi, nous aurons une conférence qui a été préenregistrée de Tetiana qui va nous présenter aujourd'hui les applications de l'impression 3D pour la robotique. Et ensuite de ça, on aura une session de questions-réponses où vous aurez la possibilité de mettre vos questions par écrit dans l'outil de discussion de Zoom. Et Tetiana, Hervé et Laura de HP pourront y répondre. Donc, je vais commencer la présentation Robotics Place. Donc, Robotics Place, c'est un cluster. En fait, c'est ce qu'on appelle un cluster, c'est une association, tout simplement, une association loi 1901 qui a été créée en 2012 par une dizaine d'entreprises à Toulouse. Donc, à l'époque, on était centré sur la robotique de service. Et donc on a créé cette association. On a été assez rapidement soutenu par la région Occitanie qui nous a aidé à nous développer. Et quand il y a eu la fusion des régions un peu plus tard, on s'est étendu sur l'ex-Languedoc-Roussillon où il n'y avait pas d'organisation équivalente. Et donc aujourd'hui, on est une centaine d'adhérents dans Robotics Place qui sont répartis pour moitié, ce sont des PME. On a environ 15% de start-up, 20% d'ETI ou grands groupes. Et puis le reste, donc, qui représente 15%, ce sont des écoles d'ingénieurs et des laboratoires de recherche du CNRS. Donc, au-delà de la région Occitanie qui nous accompagne, quand je dis qui nous accompagne, en fait, c'est qui nous subventionne, on a aussi ponctuellement des aides de la région, de la préfecture de région, donc de l'État. On a des partenariats avec la CCI de Toulouse, avec la communauté d'agglomération du Muretin qui est au sud de Toulouse, et puis avec Toulouse Métropole. Donc voilà, donc ça fait un groupe qui existe depuis 10 ans, qui se développe bien, qui a une bonne dynamique et qui fonctionne bien sur la région. Donc vous voyez, ça représente environ 10 000 emplois et 600 millions d'euros de chiffre d'affaires pour les entreprises qui sont membres de Robotics Place. Alors, nos missions sont avant tout des missions marketing, c'est-à-dire faire la promotion de la robotique, organiser, structurer l'écosystème robotique régional. Et puis, petit à petit, à la demande de nos adhérents, on en est arrivé à essayer de faire du développement de business. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a deux actions dans cet axe-là. D'une part, on répond à des appels d'offres. Donc, comment ça se passe? C'est quand un client ne trouve pas sur le marché une solution un peu standard au niveau robotique. À ce moment-là, il va s'adresser à Robotics Place, il va nous envoyer son appel d'offres. Et nous, on va diffuser l'appel d'offres à nos adhérents qui vont pouvoir répondre en disant moi, ça m'intéresse, je veux bien y participer. On les réunit. Et à ce moment-là, on détaille l'appel d'offres qu'on découpe en différents sous-ensembles technologiques et on fait en sorte que sur chaque sous-ensemble technologique, il y ait le meilleur expert parmi nos adhérents qui puisse répondre à ce sujet-là. Donc, on fait un consortium et on fait une réponse commune où on fait travailler ensemble des entreprises qui sont potentiellement concurrentes. Et c'est ce qu'on appelle la coopétition. Donc des entreprises qui travaillent conjointement sur un projet pour pouvoir apporter la meilleure solution. On a aussi une action qui consiste à se rapprocher de certains marchés de manière à pouvoir développer des nouvelles solutions robotiques dans des marchés où aujourd'hui il n'y en a pas. En particulier, aujourd'hui, on travaille beaucoup sur le secteur du bâtiment, où il y a un manque de robotisation dans ce secteur, parce que c'est un secteur qui est complexe pour la robotique, et pourtant, c'est un secteur où il y a beaucoup d'accidents de travail, où il y a de la pénibilité, où il y a des problèmes de recrutement, un manque d'attractivité de la profession. Et donc, on essaye aujourd'hui de développer des robots dans ce secteur d'activité. Et donc, c'est là aussi, donc, qui correspond au troisième point sur mon visuel, c'est le fait qu'on fait donc de l'innovation pour le secteur de la robotique. Donc, on initie des projets d'innovation.
La partie formation, c'est qu'on accompagne donc les écoles qui sont membres de Robotics Place et donc on aide aussi les étudiants à trouver des stages dans les entreprises. Et puis aussi, on commercialise indirectement les formations qui sont des formations courtes, des formations de 2-3 jours sur des sujets bien précis qui peuvent correspondre donc, à de la formation continue, pour des gens qui veulent se former sur un sujet bien précis sur lequel ils auraient besoin d'une expertise supplémentaire. Donc là, on a tout un catalogue de formations qui existe sur notre site. J'ai illustré en bas quelques vidéos qu'on a réalisées. Ça, c'est notre action de promotion de la robotique. On a réalisé déjà trois vidéos. Il y en a une première sur le design. Le design étant pas simplement la capacité de faire des jolis produits, mais de faire des produits qui correspondent exactement à la façon dont les gens vont les utiliser et qui soient faciles à réparer. Donc, tout ça, c'est expliqué dans un film de 3 minutes. On a fait aussi un film sur la cobotique, où là, on explique ce que c'est la cobotique, en particulier pour éviter les quiproquos avec la robotique, c'est un peu semblable. Et un autre film sur la robotique mobile. L'intérêt, c'est intéressant aussi dans ce film, c'est qu'on fait vraiment dans l'esprit de la coopétition que je vous ai expliqué juste avant, c'est que ces films ont été conçus par tous les constructeurs de robotique ou de cobotique ou de robotique mobile qui ont travaillé conjointement sur le projet et qui s'expriment tous dans ces films. Donc, je vous invite à aller les voir sur notre chaîne YouTube Robotics Place. Ce sont des films de 3 minutes qui sont plutôt agréables à regarder. Alors, l'offre Robotics Place, c'est l'offre de nos adhérents, en fait. C'est d'une part, ce que vous voyez là, c'est l'ensemble des solutions classiques de robotique industrielle, donc avec des robots qu'on voit sur des chaînes de production. Dans le cadre de l'industrie, aujourd'hui, on s'étend à l'ensemble des solutions de l'industrie du futur. Donc, c'est pour ça qu'on est aujourd'hui avec HP, qui est adhérent de Robotics Place, sur la partie impression 3D. Et ce que vous voyez là, donc c'est une solution, c'est la solution d'impression 3D chez HP qu'on va vous décrire un peu plus tard. Il y a d'autres solutions également qui sont membres de Robotics Place. Après, on a toute une offre ici, donc, qui est l'offre robotique mobile, avec des solutions qui sont plutôt orientées pour l'intérieur, pour alimenter les chaînes de production, des choses comme ça. C'est pour ça que c'est un petit peu à la frontière avec la robotique industrielle, mais aussi des solutions pour l'extérieur, avec donc des robots qui peuvent être des robots suiveurs ou des robots qui sont complètement autonomes pour rouler dans les rues et faire ce qu'on appelle la livraison du dernier kilomètre. En Occitanie, on a une spécificité assez forte, c'est le côté médical. On a une concentration d'entreprises dans le secteur de la robotique médicale autour de Montpellier, avec en particulier donc 3 constructeurs de robots de chirurgie, un laboratoire de recherche qui est un des premiers dans ce domaine en France. Et donc, on a une activité assez forte sur ce secteur d'activité. Je vous parlais tout à l'heure du bâtiment. On a cette machine-là sur la droite qui, en fait, est un robot pour les charpentiers, pour les aider à faire toutes les découpes dans les poutres directement sur le chantier. Et puis, on a d'autres solutions, donc robots d'agriculture, robots pour le positionnement très précis, interface homme-machine, robots d'exploration, robots de nettoyage de piscine, etc. Donc voilà, ça c'est une espèce de visuel où je voulais vous montrer quand même la richesse des solutions qu'on pouvait avoir en Occitanie sur les solutions robotiques. Donc les marchés sur lesquels on se focalise, donc sont les marchés de l'industrie, de la logistique, la santé, l'agriculture et le bâtiment, avec sur l'industrie, donc on étend notre champ d'action à l'ensemble des solutions de l'industrie du futur. Donc c'est pour ça qu'on trouve de l'impression 3D maintenant au sein de Robotics Place, mais c'est aussi la maintenance prédictive, l'IoT, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, etc. Donc l'ensemble des solutions qui correspondent aux solutions de l'industrie du futur. Dans le domaine de la santé, donc je vous en ai parlé juste avant, on a créé un groupe au sein de Robotics Place qui s'appelle le MED Robotics Place, dans lequel il y a environ 25 entreprises qui sont plus ou moins impliquées dans le secteur de la santé. Donc parfois, ce sont simplement des gens qui ont dans leur activité une activité santé à côté des autres, mais on a aussi des entreprises donc, qui sont 100% dédiées à ce secteur d'activité. Et donc, on est en train de développer ça autour de Montpellier. Et puis, sur la partie bâtiment, en fait, on met en œuvre en Occitanie une démarche qui est une démarche au niveau national de la fédération,
qui est le rapprochement avec la Fédération française du bâtiment et avec l'ensemble des professions de la construction pour pouvoir robotiser les chantiers de construction directement sur le chantier. Alors, Robotics Place, c'est effectivement un cluster régional. C'était le premier cluster qui a été créé en France au niveau régional sur la robotique. Après quelques années, il y a eu d'autres clusters qui se sont créés. Et en 2016, on s'est associés, on s'est réunis, on s'est associés et on a décidé ensemble de créer la Fédération française des clusters de robotique. Fédération française qui nous permet de mutualiser des actions au niveau national. C'est le cas, par exemple, de la semaine prochaine où on va avoir une action qui s'appelle Robinvest, qui met en relation les entreprises de robotique qui sont en recherche de financement et les investisseurs, et qui nous permet aussi d'avoir des relations avec les ministères. Donc, nous sommes aujourd'hui, à travers la fédération, nous sommes l'interface des ministères. La fédération a été sollicitée en 2018 par un cluster de Corée du Sud pour créer ce qui s'appelle le Global Robot Cluster. Le Global Robot Cluster qui est en fait un cluster mondial de robotique où on était à l'origine 5 ou 6 clusters qui ont créé ce cluster mondial. Et aujourd'hui, on est 21 clusters qui nous sommes réunis autour de ce projet et puis on continue de grandir. Alors, on a une rétraction récente, là, que la suppression des relations avec le cluster russe pour les raisons que vous pouvez imaginer. Mais sinon, donc, le cluster continue à se répandre, à grandir. Et les derniers adhérents du cluster Global Robot Cluster, par exemple, sont l'Inde et l'Australie, donc des pays plutôt importants. Donc, on va de la Californie à la Nouvelle-Zélande. Voilà. Donc, je vais arrêter le partage et je vais donc maintenant laisser la parole à Tetiana d'HP qui va nous présenter la technologie impression 3D d'HP avec des applications dans le secteur de la robotique. Donc, on a une vidéo qui va durer une petite vingtaine de minutes. Donc, sur lequel vous allez avoir tous les détails de la part de Tetiana. Et à l'issue de cette vidéo, vous aurez la possibilité de poser des questions. Donc, vous avez Hervé Turchi, Tetiana et Laura Jossaume qui sont là pour pouvoir répondre aux questions que vous pourrez avoir. Voilà, moi, je vais vous laisser. J'ai assez parlé et je vais mettre le film. On se retrouve d'ici 17 minutes exactement. Bonjour à tous et bienvenue à la troisième session de notre webinaire offert par HP exclusivement pour vous. Je m'appelle Tetiana Isabelle Tolochniak, je suis docteur en chimie et ingénieure application chez HP pour la France. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le troisième sujet qui est dédié aux applications et des cas d'études. Donc, on va directement répondre à la question pourquoi impression 3D avec la technologie NGF elle est très intéressante pour le secteur robotique. Première réponse, c'est la liberté en design. Parce que le design, c'est quelque chose qui est très important dans n'importe quel secteur. Donc, nous n'avons pas de limite en design avec notre technologie. Nous pouvons créer des pièces qui sont très complexes, qui contiennent des tuyaux, qui contiennent des structures très spécifiques, et donc tout est possible avec notre technologie. Deuxième avantage, c'est l'optimisation de temps de mise en œuvre à partir de la création de votre pièce, de votre design, jusqu'à l'application dans la pièce, jusqu'à la mise en œuvre de cette pièce dans les endroits spéciaux où il va faire son fonctionnement. La troisième chose, c'est la personnalisation. Chaque entreprise, elle a ses propres pièces, elle a ses propres idées et donc elle nécessite d'avoir des pièces assez spécifiques et personnalisées. Donc, avec impression 3D, tout est possible, surtout de personnaliser vos objets et les rendre uniques. Donc, vous pouvez les imprimer en petite ou en grande série, mais vos objets ils seront toujours uniques.
Et le quatrième avantage de notre technologie, c'est l'optimisation des prix. Puisque quand on imprime une pièce ou 100 pièces, le prix final, elle va être toujours divisé sur la quantité de pièces. Et en plus, nous pouvons imprimer, nous pouvons lancer l'impression des objets qui sont totalement différents. Donc, ça nous amène toujours à la bonne production, au bon résultat de l'impression de chaque pièce que nous avons mis dans notre build de production. Maintenant, on part dans le cas direct sur une pièce d'application. C'est le préhenseur pneumatique qui présente la structure très spéciale parce que cette structure, elle est en lattice. Donc, vous voyez bien qu'il y a des tuyaux en fait, qui passent dans ces structures-là. Donc, elle est liée avec les 4 ventouses qui sont liées à 4 récipients de fluides qui sont intégrés totalement dans le système de ce bras de robot. Et donc, en fait, cette pièce-là, elle présente des bonnes propriétés mécaniques, elle présente des bonnes étanchéités à l'air, qui est un des paramètres très importants pour l'application des préhenseurs pneumatiques. Donc, cette pièce-là, elle était conçue avec notre technologie pour des différentes raisons. Première chose, nous avons pu améliorer le design. Le design, il est beaucoup plus complexe, mais beaucoup plus utile pour cette application, en fait, pour porter des objets, pour faire la fonction de bras de robot. Et deuxième avantage, qui est un des plus grands avantages, c'est que nous avons pu alléger cette pièce-là de 1800 grammes jusqu'aux 200 grammes. Donc, nous avons une réduction en poids de 87%. Et bien évidemment, en prix, nous avons pu aussi descendre le prix parce que pour fabriquer cette pièce-là par voie traditionnelle, ce n'est pas évident. Et donc, le prix, il va être beaucoup plus élevé que si on fait en impression 3D. J'ai parlé aussi de temps de fabrication. C'est un des facteurs qui est plus important aussi, puisque pour fabriquer un objet comme ça, des industries qui m'ont répondu à cette question-là, il peut prendre jusqu'à quelques semaines. Mais avec l'impression 3D, on peut imprimer cette pièce et la mettre déjà en son application à 24 heures. On peut diviser tous les préhenseurs en certains types. Donc, nous avons des préhenseurs pneumatiques, des préhenseurs à vide, hydrauliques et servo-électriques. Donc, chaque type de préhenseur a ses utilités. Si on prend le cas de préhenseurs pneumatiques, donc c'est des préhenseurs qui sont très flexibles, qui peuvent être utilisés dans les cas, dans les zones qui sont très, très restreintes, dans les zones fermées, dans les zones ouvertes, dans les endroits même dangereux. Donc, en fait, grâce à sa flexibilité et légèreté, on peut mettre dans beaucoup d'endroits. Donc, cette pièce, ces mouvements, ils sont très rapides et grâce à notre matériau qui présente de bonnes propriétés mécaniques, on peut tenir et saisir des objets très facilement. Donc, bien évidemment, si on ne met pas assez de pression d'air, on perd l'efficacité de notre pince. Si on prend le pince à vide, il travaille plutôt avec des objets plats et des ventouses, ils sont en TPU ou en caoutchouc. En fait, ces pinces-là, ils sont très légères et bien évidemment, ils dépendent aussi de la pression d'air. Donc, si on perd cette pression, on perd un petit peu notre efficacité. Mais quand même, ces pinces-là, ils sont très flexibles, ils sont très rapides et ils font bien son travail dans les nombreuses industries. Si on prend le cas avec le pince hydraulique, donc ce pince, il présente plutôt la force. Donc, il peut travailler avec des objets où il nécessite quelque chose, un objet qui doit être lourd, par exemple. Donc, nous avons besoin de travailler avec des pinces qui sont très, très costauds, très durs. Donc, ces pinces-là, en fait, ils sont liés avec les systèmes hydrauliques, donc avec certains types de l'huile. Donc, il faut faire attention parce que s'il a le flux d'huile, donc ce pince, il peut se salir très vite et donc il faut faire une maintenance après.
Mais si dans les cycles normaux, ces pinces ils sont très utiles. Si on prend le cas des préhenseurs servo-électriques, donc qui sont liés avec des moteurs qui guident en fait le mouvement de cette mâchoire à pince, et donc on peut le mettre dans les différents endroits, donc il est assez flexible et programmable. Et aussi, une des notes qui t'a précisé qu'il est moins bruyant que des autres pinces, par exemple hydrauliques. Donc, on peut mettre dans des endroits où les personnes y travaillent et ça ne va pas gêner des personnes à travailler. Par contre, ces pinces-là, ils craignent des endroits où il y a des endroits dangereux, où il y a des endroits inflammables, ou comme dans le cas des pinces hydrauliques, où il y a des liquides assez spéciaux. On part directement sur notre pince pneumatique, en fait, qui marche avec les poussées d'air. Donc, bien évidemment, cette pièce, elle doit être très étanche et fonctionner lorsqu'on pousse l'air, donc il s'ouvre, et le contraire, après, il se ferme. Donc, les spirales qu'on voit sur ce pince-là, elles étaient conçues par des mathématiciens, en fait, pour bien fabriquer, donner à ce design-là, en fait, l'efficacité au final, l'efficacité dans le mouvement, dans la rapidité. Et ce pince-là, comme nous avons pu noter, il peut servir très longtemps. Donc, c'est une pièce qui est très durable, jusqu'à 1 million de cycles, elle est capable d'endurer. Et le poids, il est aussi réduit de 87% par rapport à la pièce qui était précédemment faite en métal. Pardon. Donc, en fait, on peut imaginer que les pinces qui sont faites en métal, qui sont très lourdes et qui coûtent très cher. Donc, en fait, avec le temps de fabrication qu'on a réduit de 40% avec la technologie MJF, nous avons pu mettre en œuvre très rapidement ce type de pince dans notre ligne de production. Je vous invite à voir avec moi la vidéo qui est très rapide, qui montre l'utilité de ce type de préhenseur. Donc, voici le système pneumatique. Voici, il saisit l'objet et ensuite il le dépose où il faut déposer, dans les endroits précis. L'étanchéité de ce pince-là, qui est une des propriétés les plus importantes. Tous ces mécanismes-là, ils sont assemblés pendant l'impression, on va dire. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'assemblage pendant l'impression. La pièce, elle est sortie directement telle qu'elle est, avec la durabilité de cette pièce de jusqu'à 1 million de cycles. Ensuite, on part sur une autre application. Donc, c'est toujours notre adaptateur pour le secteur robotique. Donc, c'est la compagnie qui s'appelle CNC Würfel, qui travaille dans les systèmes d'automatisation et optimisation pour des différents secteurs médicaux, automobiles et des autres secteurs alimentaires, par exemple. Donc, en fait, leur but, c'était de trouver les solutions qui ne peuvent pas être résoudre avec des outils traditionnels qu'ils utilisent jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'ils ont fabriqué cette pièce-là précédemment par le fraisage, mais par cette méthode-là, elle n'a pas donné des bonnes tolérances acceptées dans ce type d'application. Donc, en fait, ils ont trouvé les solutions avec la technologie MJF pour fabriquer cette pièce avec le design spécial pour que ce soit très facile de faire des maintenances et de passer les tuyaux que vous voyez. En fait, c'est l'adaptateur qui est dans le pince multiple qui prend un objet en même temps, plusieurs objets. En fait, c'est un rôle en fait, de tenir tous ces systèmes qui permet de connecter tous les pinces qui sont autour. Donc, grâce à notre technologie, ils ont permis de fabriquer cet objet-là. Ils ont pu diminuer le temps de fabrication de cette pièce-là de 10 semaines jusqu'à 2 jours. Donc, c'est vraiment, on gagne presque 90% en temps de mise en œuvre de cette pièce. Et bien évidemment, nous avons allégé cette pièce parce qu'elle est toujours en plastique, elle est faite en polyamide 12.
Et ce type de pièce, il nous montre aussi qu'on est capable d'aller encore plus loin, c'est-à-dire qu'on peut imprimer encore des structures beaucoup plus complexes, beaucoup plus difficiles à faire par des fraisages, par exemple, parce qu'avec le fraisage, on perd le matériau qui est tout autour, on perd les tolérances. Et la technologie MJF, elle nous permet au contraire d'économiser en fait ce matériau-là et de faire encore de nouveaux objets. Voici, c'est un petit peu en action, en fait, comment où est-ce qu'il est positionné cet objet-là. Donc, les pinces qui sont fabriquées aussi en technologie MJF, donc c'est polyamide 12. Donc, voici plusieurs bras de robots en fait, qui sont tous connectés et qui bougent en rotation et ils saisissent les objets en même temps. Donc, la réduction en poids, réduction en temps et la réduction en prix, CNC et compagnie, en fait, ils réfléchissent de faire encore plus de pièces de type similaire ou des autres types de pièces pour remplacer des autres pièces existantes. Prochain type de pièce, c'est le bras de robot, qui est très intéressant aussi parce que il y a une petite histoire qu'ils ont voulu en fait imprimer cette pièce-là, mais elle fait 1,5 mètres. Donc en fait, la décision, elle était d'optimiser la géométrie et le faire plus petite, c'est-à-dire qu'ils ont pu diminuer jusqu'à 30 cm. Parce que notre volume de production, en fait, en hauteur, on a 38 cm et en largeur, pareil, 38 sur 28. Donc, en fait, on est capable d'imprimer des pièces plus grandes que notre volume, mais après, il faut faire un mini-assemblage ou le collage des pièces ou soudure, par exemple, en cas de polypropylène. Donc, tout est possible. Mais avec cette pièce-là, il était décidé d'optimiser la géométrie. Donc, ils ont réduit cette pièce-là et maintenant, grâce à cette réduction, ils ont pu économiser des autres produits de cette machinerie parce qu'en fait, avec cette pièce plus petite, ils ont besoin moins d'air à passer, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de diminuer même les filtres dans cette machine-là. Et donc, tout ça, ça produit une économie des produits. Et donc, avec cette économie, ils ont décidé même de remplacer 40% des pièces dans leur toutes les machines, tous les robots qu'il a cette compagnie. La compagnie s'appelle FICEP S3, donc c'est la compagnie qui est positionnée à Barcelone. Donc, ils travaillent en fait avec toutes les sortes de bras de robots pour les faire fonctionner avec notre technologie MJF. Donc, ils ont constaté qu'ils ont pu gagner en économie 72% et remplacer de 40% d'objets avec notre technologie. Et le poids, il est réduit aussi parce que vous imaginez cette pièce qui était fabriquée avant en métal. Donc, il fallait composer 11 pièces pour fabriquer une seule pièce comme ça. Maintenant, à 12 heures, avant, il pouvait fabriquer qu'une seule pièce et maintenant, il peut produire en 12 heures 100 pièces avec la technologie MJF. Donc, il y a vraiment un résultat qui montre qu'il y a des bénéfices. Et donc, ils ont pu même sauver le 30% de temps pour ce type de pièce, de la mettre en œuvre pour que ça fonctionne là. Cette pièce-là, en fait, elle est positionnée sur les lignes des peintures automatiques. Donc, en fait, cette société, elle est vraiment basée sur des bras de robots qui font des peintures. Donc, plus on gagne du temps, plus on produit des objets finaux pour faire fonctionner les industries. La Gimatic, la compagnie italienne, en fait, qui est basée, qui a pour but de produire des objets très personnalisés. Donc, ils travaillent, en fait, ils ont fait des premières patentes, ils ont fait en 1986. Ils ont déjà 170 patentes sur leurs produits. Ils produisent aussi avec notre technologie jusqu'à 2 millions de pièces par an. Donc, en fait, leur but, c'est vraiment de personnaliser des objets, de répondre aux besoins des clients, donc de proposer les solutions qui ne marchent plus avec les voies traditionnelles,
Donc, en fait, ils sont à l'écoute de produire des bras de robot ou des pinces, pneumatiques ou simplement des pinces des pinces vides, des pinces à vide, par exemple. Donc, en fait, ils se basent sur personnalisation des produits. Avec la technologie MJF, ils ont pu atteindre ce but. Donc, ils allègent la pièce, ils réduisent le poids et ils réduisent le prix de fabrication et la mise en œuvre de ces pièces-là sur les lignes de production. Cette pièce, elle est très intéressante parce qu'en fait, la compagnie Prometal 3D, avec leur client Aera, donc en fait, ils optimisent la pièce pour la tête de laser où ils font des codes barres sur des produits élémentaires. Donc, cette pièce-là, il était nécessaire d'être installée dans leur mécanisme de laser. Et donc, en fait, ils ont optimisé la géométrie. Avant, cette pièce, elle était en métal. Et donc, optimisation de cette géométrie, ils ont pu en fait arrondir des angles. Et cela permet même, ils ont signalé, même de nettoyer beaucoup plus facilement ce type de pièces. Et maintenant, ils réfléchissent aussi de remplacer beaucoup d'autres pièces qui sont dans la machinerie ou qui sont dans la tête de laser pour remplacer avec la technologie MJF. Cette pièce, elle était faite avec PA12, avec les billes de verre, donc qui ont des propriétés qui présentent des propriétés de la bonne rigidité, donc où il est nécessaire d'avoir des pièces très rigides. Donc le poids il est réduit jusqu'à 83% et l'optimisation en design il a permis même de réduire les prix et des temps d'installation de ce type de pièces qui est sauvé jusqu'à 76%. Et maintenant, pour fabriquer cette pièce-là, au lieu de passer par 3 semaines, il est nécessaire d'avoir que quelques jours pour fabriquer ce type de pièce. Ensuite, en fait, ils ont pu gagner les prix dans chaque robot grâce à nos pièces MJF. Donc, d'habitude, le robot, il coûte jusqu'à 50 000 €. Et là, ils ont pu baisser les prix grâce à nos pièces jusqu'à 40 000 €. Et ils ont constaté qu'avec 10 robots, déjà, ils gagnent jusqu'à 100 000 € en leur production. Ce type de pièce qui est très intéressant parce que Sigma Design, en fait, il produit des objets qu'on dépose dans les lignes de production. C'est des objets pour déposer des étiquettes sur des pommes. Donc, en fait, avant, cette pièce-là, elle était faite avec FDM ou des machines CNC. Et ils se sont aperçus qu'ils ont le fluide d'air, en fait, travers les pièces qui étaient faites en FDM. Donc, ils ont trouvé leur réponse avec notre technologie MJF. Donc, nous faisons des pièces qui sont très denses et qui sont surtout étanches à l'air. Et ça répond aux questions à cette application où il y a nécessité d'avoir une étanche très élevée. Donc, nous avons réduit le prix parce que produire des petits objets comme ça à 38 cm d'hauteur de notre build unit, nous pouvons déposer des centaines d'objets de ce style-là. Et donc, le prix il est réduit presque jusqu'à 70%. Et nous pouvons imprimer de ce type de pièces très facilement, très vite, et même changer le design, si ça prend quelques moments de changer le design. Ensuite, pour lancer l'impression, c'est encore plus rapide. Je voudrais bien vous montrer une vidéo qui présente l'utilité de cette pièce. Voici, il dépose des étiquettes sur des pommes. Avec notre machine HP, on imprime ce type de pièce qui va servir en fait pour déposer des étiquettes. Et aussi des autres types de pièces qui peuvent être imprimées avec notre technologie et être utilisées un peu partout dans chaque composant de la machinerie. Voici les ingénieurs, ils observent des designs où il faut améliorer le design et notre pièce qui est installée dans ces endroits. S'il y a nécessité d'optimiser le design ou de le changer pour une autre application,
c'est aussi possible. L'impression de cette pièce-là, elle est très rapide. Et aussi des autres pièces-là qu'ils ont pu imprimer avec des imprimantes 3D. Elle montre en vitesse comment ils impriment des différentes pièces avec la série de 4200 qui est installée chez Sigma Design. Une autre compagnie qui s'appelle Avatech. Donc, cette compagnie, elle a des robots, des bras de robots, en fait, qui utilisent aussi notre technologie. Ils impriment des pièces en P11. C'est la compagnie qui a des robots, en fait, qui font des tris et des coupes des fleurs en fonction de leur couleur et qui forment des bouquets. Oui, vous avez bien entendu, qui forment des bouquets. Donc, maintenant, ils ont installé 1000 machines partout dans le monde qui travaillent avec des fleurs. En fait, leur but, en fait, c'est de diminuer le main-d'œuvre. C'est-à-dire que maintenant, ils ont passé à 3 personnes qui sont à la ligne de production. C'est-à-dire qu'une qui est au début à la ligne, une qui est à la fin, une personne à la fin et une personne qui est à la logistique. Et donc, en fait, leur but, c'est de déposer les fleurs sur la ligne et après, le robot, il va trier les fleurs tout seul. Donc, il peut faire jusqu'aux 2000 tiges par l'heure. Donc, il va trier, il va couper. Et à la fin de la ligne, la personne, elle va déjà ramasser son bouquet qui est déjà travaillé par ce type de robot. Donc, en fait, le bras, il était déjà fabriqué dans notre matière. Donc, ils ont pu changer le design, le alléger et le rendre très facile dans son application. Donc, voici comment elle est de ce côté de vue, cette pièce. Donc, elle est très complexe. Donc, elle est assemblée avec des autres pièces. Néanmoins, elle fait bien son travail. Comme je vous ai dit, elle fait jusqu'aux 2000 tiges par l'heure. Et cela, ça fait vraiment des économies pour l'industrie en main-d'œuvre et aussi en efficacité. On part sur un autre type de pièce. En fait, ils disent pourquoi la fabrication additive. Simplement parce que déjà, on remplace cette pièce-là, on remplace la pièce en métal. Donc déjà, on va alléger à 60% notre pièce. On est très facile à produire ces pièces-là. Vous avez bien vu comment ça se passe la production. À 20 heures, on peut déjà sortir des centaines de pièces s'ils font des petites tailles comme celle-ci. Mais sinon, en 24 heures, nous avons déjà notre pièce qui est prête à être utilisée. Bien évidemment, si cela nécessite de faire des post-process, des peintures, par exemple des vapeurs chimiques pour rendre la surface plus lisse, donc ça peut augmenter un petit peu du temps de post-process, mais néanmoins, si la pièce, elle ne nécessite rien, elle peut être installée déjà directement après son impression et nettoyage. Pour vous montrer en fait comment elle était avant la pièce en métal, donc cette pièce qui a plein de tuyaux, plein de câbles tout autour, donc qui était remplacée au final avec la pièce en plastique. Donc, vous pouvez voir, nous pouvons facilement assembler et imprimer tous ces parties de cette pièce-là ensemble dans le même build unit et ensuite assembler avec des vis ou avec les cols spéciales ou par la soudure. Donc, tout ça, c'est dans les astuces de notre technologie. Nous pouvons rentrer plus en détail si vous êtes intéressé par notre technologie et vous pouvez contacter nos experts. Ils vont expliquer, par exemple, si la pièce est faite très grande taille, donc nous pouvons trouver des solutions, comment l'assembler après ou comment changer le design ou comment passer par des autres méthodes. Si on voit cette pièce-là,
on peut se dire comment elle était imprimée. Simplement, elle était imprimée couche par couche, comme je vous ai déjà expliqué lors des premiers webinaires, où on a déposé des couches de notre poudre de polymère de 80 microns. Et ensuite, à l'aide des agents et la extra lumière qui a pu en fait fusionner notre poudre pour former liquide et ensuite ça s'est cristallisé pour former le solide. Donc, tout ça, c'était fabriqué avec notre technologie. Et même si on parle des cas des canaux ou des cylindres qui sont spéciaux, mais tout ça, c'est fait par la même technologie, c'est-à-dire qu'on va déposer couche par couche, mais chaque géométrie, elle va être fabriquée avec la précision grâce à l'agent détaillant et grâce à la maîtrise de la température dans notre système. Donc, en fait, vous allez poser les questions, comment on peut nettoyer ces pièces-là, parce qu'on imprime des canaux et donc dedans, il peut être la poudre, celle qui est non fusionnée. Ben, la réponse va être très simple parce que nous avons des différents outils comme comme on peut mettre une chaîne, par exemple, qui va être imprimée en même temps que la pièce. Et lorsque la pièce est terminée dans son impression, on va retirer cette chaîne et toute la poudre, elle va tomber avec. Donc, on a plusieurs méthodes comment on peut passer le process de nettoyage, de post-process, lorsqu'on a terminé d'imprimer notre pièce. Ça, c'est on rentre un tout petit peu en détail de design. En fait, on peut au minimum l'épaisseur de paroi pour ce type de pièce parce qu'on peut descendre encore plus que ça. Donc, au total, on a cette épaisseur de paroi qui est de 2 mm et le diamètre qui fait 4. Donc, on a en total 6. Donc, pour impression 3D, il n'y a pas de souci pour ce type de pièce. Donc, même sur la droite, que vous voyez minimum diamètre, en fait, de 6 mm, pour ce type de pièce, il n'y a pas de souci, même pour évacuer toute cette poudre qui est non fusionnée, qui est dedans, pour la récupérer. Et surtout pour imprimer des objets avec des différents paramètres tels quels. Cela, ça ne pose aucun souci. Cette image-là, en fait, c'est pour présenter des inserts vis, en fait, parce que notre technologie, elle a tellement de précision que pour nous, ça ne pose pas de problème, en fait, d'imprimer la pièce en plastique avec des pas de vis que vous pouvez voir sur cette image-là. Et ensuite, insérer notre vis ou la tête de l'insert vis, en fait, donc facilement parce que nous avons pu créer avec des grandes tolérances, avec des bonnes tolérances plutôt qui correspondent à la vis. On peut tout ça calculer quand on fabrique la pièce, quand on fait le design de la pièce par des fichiers CAO, donc où on peut calculer tous ces moments-là avant que la pièce soit imprimée. Un autre exemple, en fait, si la pièce elle est trop grande, donc je vous ai déjà dit, si elle dépasse la taille de 38, ce n'est pas un problème non plus parce qu'en fait, on peut l'assembler après, même si elle a des ventouses après, même si elle doit être assemblée sur la base, comme ils disent, la colonne vertébrale, en fait, qui n'est pas imprimée avec notre technologie, mais c'est une autre matière plastique. Donc, cela ne pose pas de souci parce qu'en fait, on peut avoir des précises fixations avec des vis, avec des cols. Ça dépend des applications. Et donc, on peut installer tout ça après lorsqu'on a déjà imprimé et post-processé notre pièce. Bien sûr, avec des ventouses, tout ça, ça se calcule, les diamètres internes, externes, donc pour que tout, en fait, il soit en bonne précision pour être utilisé ensuite pour un bras de robot. Donc, si on prend tout en conclusion, encore une fois, pourquoi la technologie 3D NGF multi-jet fusion, pourquoi elle est intéressante pour beaucoup d'industries et surtout pour le secteur robotique.
Parce que première chose, on va alléger la pièce qui est faite par la voie traditionnelle, qui est faite en métal, qui peut peser des kilogrammes. Mais avec notre technologie, on peut tellement alléger la pièce qu'elle va peser que 100-200 grammes. Et ce n'est pas négligeable parce qu'en fait, plus le bras de robot il est léger, plus il peut, en fait, le système il est plus léger et plus il peut accélérer ses mouvements. Elle peut faire beaucoup plus vite son travail et de prendre des objets avec une grande facilité et servir pour plus de cycles dans son fonctionnement. Aussi, le temps pour produire cette pièce-là. Comme je vous ai dit, des fois, ça peut prendre des semaines pour faire un type de pièce, mais avec la technologie MJF, on peut la faire en quelques jours. Donc, j'ai vu dans ma présentation, c'était maximum de jusqu'aux 5 jours qu'on a pu, en fait, imprimer notre pièce. Et surtout, le prix qui c'est pas un facteur négligeable non plus. Donc, en fait, plus on met des pièces dans notre build unit qui fait 38 sur 28, 38, donc plus on va réduire le prix final parce qu'en fait, on charge notre volume avec toutes les pièces et au final, on paye pour toute cette poudre qui est dedans, fusionnée, non fusionnée. Puisque non fusionnée, en fait, on va réutiliser encore une fois. Mais celle qui est fusionnée, elle va partir pour fabriquer des pièces. Donc, c'est à vous de réfléchir, en fait, aux industries, à réfléchir, à calculer leur développement, combien ça va coûter au final et combien ils vont gagner avec l'impression 3D. Deuxième avantage que je vous ai précisé au début, c'est la complexité et c'est le design. Le design qui n'a presque pas de limite et donc ce n'est pas point négligeable. On peut imprimer beaucoup de pièces qui sont très complexes, même en même temps. Bien évidemment, on doit connaître des limites qu'il existe aussi en impression 3D, des pièces qui sont très très fines, par exemple 0,01 mm, c'est presque pas possible. Mais néanmoins, on peut essayer d'améliorer ce facteur-là et imprimer la pièce avec des designs qui sont très fines et très complexes. Et aussi, donc si on part de grande fabrication, d'industrialisation en fait, donc on a besoin d'imprimer beaucoup de pièces, donc c'est aussi possible avec notre technologie. Donc, on prend en fait la gestion de toute cette gamme en production, des produits, des prix et qu'est-ce que ça nous donne à la fin pour notre volume, pour notre application, pour notre volume de production. Puisque vous savez que maintenant, on change, le monde il change, donc on devient plus biosourcé, on va dire. On va essayer de gagner la dureté dans notre production, même en fabrication de nos pièces. Nous avons besoin de gagner aussi la flexibilité en production, c'est-à-dire plus utiliser des machines, moins utiliser les œuvres, les mains d'œuvre. Mais tout ça, ça nous laisse à réfléchir comment en fait rendre notre fabrication durable, économique et tout en sécurité en fait. C'est ça. Et tous ces moments-là, on doit surveiller et plus en plus de personnes qui contactent notre société pour dire nous avons besoin des choses qui durent et qui ne coûtent pas cher et qui est très flexible et très facile à fabriquer parce que nous avons besoin de développer en fait des machines de futur puisque nous sommes déjà en futur et donc nous progressons sans arrêt et donc nous changeons, le monde il change et les méthodes ils changent aussi. Voici même une petite image avec des cerises, donc même le bout de bras de robot qui est aussi imprimé avec notre pièce. Donc, il est possible même d'imprimer des pièces qui sont en matériaux flexibles. Lorsque vous avez déjà entendu dans mon deuxième webinaire avec des pièces de type amorphe, en fait, des polymères amorphes, donc qui sont flexibles, qui sont pour ne pas abîmer les objets quand on les transporte.
Donc, à part des pièces en métal qui sont rigides, nous pouvons aller vers quelque chose de beaucoup plus doux et plus flexible. Merci encore une fois. Bien, bah merci Tiziana pour cette troisième conférence. Alors, un petit détail, c'était des fraises. C'est meilleur les fraises d'ailleurs. Ah, ça fait... À mon sens, à mon sens. Donc, je voulais donc demander si Hervé, tu voulais éventuellement rajouter des choses par rapport à ces conférences. Non, déjà remercier Tatiana pour le travail elle a réalisé sur ce webinaire. Très rapidement, donc je suis Hervé Turki, je suis, pour résumer, chargé des ventes sur quelques comptes en France, mais principalement dans les pays nordiques. Et je suis de formation roboticien puisque j'ai un doctorat en robotique du lien. Donc autant dire que l'impression 3D m'a intéressé depuis déjà quelques années et je pense clairement que c'est un game changer, comme on dit chez HP, c'est-à-dire il y a un changement de paradigme qui est opéré grâce à l'impression 3D. Et je pense que ça peut effectivement aider beaucoup d'intégrateurs en robotique en France à sortir beaucoup plus rapidement vos produits à moindre coût et à sécuriser vos entreprises, clairement. Je sais que notamment sur la partie end effecteur, ça crée beaucoup de soucis, beaucoup de pertes de temps, de pertes financières, de tests, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place en termes de testing et de redesign et de tests. Ça rallonge les délais de développement et de mise au point des machines. Et là, clairement, avec l'impression 3D, vous pouvez diminuer par 3 jusqu'à 8 tout ce process-là. Donc, c'est un gain de temps énorme. Là, on a parlé de l'aspect end effector. Mais quand vous créez une cellule robotisée, il ne faut pas se limiter qu'à ça, puisque vous avez toujours des pièces très spécifiques, des pièces fonctionnelles très spécifiques dédiées à des applications très spécialisées, où là, l'impression 3D peut vous aider à vraiment tester et valider des pièces avec des designs très particuliers très rapidement. Alors, des designs qui répondent aux besoins et contraintes de l'application, bien évidemment, mais vous pouvez aller beaucoup plus vite avec l'impression 3D. C'est clairement en fait un changement de paradigme et c'est très intéressant. Autre aspect, vous n'êtes pas obligé d'acheter une imprimante pour aller vers l'impression 3D. Si vous avez suffisamment de volume, bien évidemment, le retour sur investissement va être très intéressant, mais notamment en France, on a des services bureaux. En gros, c'est des mini-usines d'impression 3D qui toutes, du moins une énorme majorité, je pense à AirPro en région parisienne, Scuteo qui est à Villejuif au sud de Paris et d'autres services bureaux qui sont capables en fait de répondre et de vous imprimer des pièces. Donc par contre, ça demandera quelques jours de plus puisqu'il y a les délais de livraison et de prise en compte de votre demande, mais vous pouvez passer par des services bureaux pour faire l'impression des pièces 3D. Pour nous, chez HP, je dirais, c'est la même chose. À la fin, c'est une augmentation de volume de production en France. Et pour nous, quoi qu'il en soit, au niveau vente, ça fait des machines en plus. Donc, peu importe si vous choisissez, si vous avez des faibles volumes, vous pouvez passer par des services bureaux. Si vous avez des volumes importants, vous pouvez acheter une machine. À vous de choisir, à vous de voir. Et on est là pour vous aider à faire le bon choix de stratégie. Et on est même prêt à imprimer des premières pièces avec vous, si besoin. Bon à savoir. Merci Hervé. On a une première question dans le chat. HP optimise-t-il via logiciel les formes des pièces, entre parenthèses, optimisation topologique? Alors, je vais peut-être répondre à cette question. Premièrement, en fait, quelqu'un qui souhaite imprimer une pièce en 3D, on peut donner déjà des conseils, en fait, dans le design, en fait, qu'est-ce qu'il va pas. Déjà, c'est là, HP, il donne des premiers conseils.
Est-ce qu'il y a des logiciels? Bien évidemment, nous travaillons avec des logiciels tels que, moi je travaille sur Magix par exemple, il y a des logiciels tels que NX, il y a des autres types, Katia et des autres, en fait, tous les logiciels en fait, qui peuvent travailler avec des pièces, avec des formats 3D hein, sous le format STL ou STEP ou 3MF. Donc, en fait, on peut optimiser toutes ces structures-là, toutes ces formes-là via ces logiciels-là. Mais il faut bien évidemment connaître des astuces, en fait. C'est-à-dire que je vous présentais en fait qu'il faut alléger le design, c'est-à-dire qu'il faut mettre peut-être la structure lattice ou faire des trous pour vider votre pièce qui est toute pleine de poudre. Donc, en fait, tout ça, c'est des parties d'optimisation. Il y a beaucoup de logiciels et HP, il a un logiciel assez basique, c'est 3D Build, en fait, qui peut aussi être utile, en fait, pour des premières fabrications de design, en fait. Mais plus logiciel, plus il est développé, plus on a des fonctions dedans, plus on a des tools dedans pour justement améliorer des designs pour impression 3D. Oui, effectivement, si je peux, Tatiana, rajouter un complément, bien évidemment, SolidWorks, Katia, tout ça, vous pouvez l'utiliser. J'ai même eu récemment un projet où il y a des gens qui ont fait une étude par élément fini sur le comportement des pièces plastiques en simulation avant de faire impression. L'avantage de l'impression 3D, notamment avec les technologies MJF, c'est-à-dire que sortie de SolidWorks, vous avez une pièce ou N pièces. Tetiana a sûrement présenté, j'en suis sûr à 100%, lors des webinaires précédents, la partie nesting, donc c'est la partie agencement des pièces à l'intérieur de la build unit. Mais en gros, vous créez un fichier 3D sous SolidWorks, vous le transférez à la machine d'impression en 3D pour l'imprimer, et vous n'avez pas de transition en fait sur des fichiers 2D. C'est de la 3D de bout en bout. Voilà, il n'y a pas besoin de passer par un passage en plan comme ça peut se faire sur des technos traditionnels. C'est de la 3D de bout en bout. Voilà. La particularité de la 3D avec la technologie MJF, c'est la partie nesting, c'est-à-dire agencement des pièces dans l'unité de production. Et ça, en fait, il y a des logiciels en automatique, notamment fournis par HP qui le fait, où vous pouvez agencer, optimiser le placement des pièces, puisque ça a un impact coût. Plus on met de pièces dans la build unit, moins ça coûte en termes de production, le prix de la pièce à l'unité. Donc ça, c'est l'étape, je dirais, sur laquelle il faut faire attention. En amont, probablement Tetiana en a déjà parlé, mais nous, on peut fournir des trainings, notamment, j'ai en mémoire, il y a une série de 6 trainings qui peut s'opérer pour vous initier en fait et vous donner quelques clés de lecture, quelques données qu'on peut partager avec vous pour commencer en fait votre démarche vers l'impression 3D. Il n'y a rien de très compliqué, sauf que ça ouvre tellement d'horizons en termes de design et de travail que effectivement il faut que les concepteurs, les designers soient au courant de certaines règles de conception qui sont très minimalistes. Mais comme vous avez vu le préhenseur avant tous, un des premiers qu'a présenté Tatiana, on ouvre complètement en fait les typologies, la morphologie des pièces possibles. Et c'est ça qu'il faut. En fait, il faut ouvrir l'esprit en fait des concepteurs à l'impression 3D et leur dire là, il y a 2 horizons qui s'ouvrent à toi. Il faut que tu penses légèrement différemment et tu peux aller beaucoup plus loin en fait dans la partie design pour proposer des choses complètement nouvelles. Pour des pièces soit dans le flux de production, soit au niveau des end effecteurs, au niveau des bras robotisés. Donc effectivement, c'est ça en fait, c'est ce léger changement en fait d'état d'esprit sur la partie conception qu'il faut probablement travailler avec certaines entreprises. Mais comme vous avez vu, en Europe et même en France, il y a beaucoup d'entreprises qui ont déjà basculé dans cette partie-là et qui ont formé des gens au bureau d'études
à créer des pièces dédiées à l'impression 3D. Mais il n'y a vraiment rien de très, très particulier, très difficile à faire cette bascule, très sincèrement. Alors justement, pour aider les concepteurs, il y a une question intéressante là. C'est donnez-vous dans ce cas les caractéristiques mécaniques des matières pour SolidWorks ou CATIA pour optimiser la topologie. Si j'ai bien compris la question, alors on fournit, Tetiana pourra confirmer, on fournit des white papers, on appelle ça des white papers, qui donnent en fait toutes les propriétés mécaniques de nos matériaux. On peut aller même beaucoup plus loin, on a des white papers qui sont transmis en mode confidentiel, c'est-à-dire sous signature d'un NDA, où dedans on a fait des tests de résistance à des agents chimiques et autres. Donc on a déjà en base beaucoup d'éléments techniques sur les propriétés mécaniques des pièces finales à vous fournir, ça y a aucun souci. Que vous pouvez réutiliser derrière dans SolidWorks ou CATIA ou pour faire des tests de simulation par élément fini, il n'y a pas de problème. Exactement, oui, c'est ce que je voulais aussi ajouter. En fait, c'est très facile de trouver ces documents-là. En fait, ils se trouvent tous sur notre site hp.com. Et par exemple, pour trouver des caractéristiques mécaniques, en fait, il est suffisant de rentrer le nom de la matière que vous souhaitez imprimer, en fait. Donc, vous rentrez, par exemple, polyamide 12 ou TPU, en fait, propriété mécanique et le site HP. Et donc, vous pouvez trouver facilement le PDF avec les propriétés mécaniques déjà dans ce document. Et ça pourra vous donner une idée, en fait. Effectivement, si on voit un design, on peut déjà imaginer avec certaines propriétés mécaniques si cette structure pourra tenir, je vais dire comme ça, 1 tonne, par exemple, un poids très, très grand. Donc, ça, on peut déjà avoir une idée si ce sera possible ou pas, grâce à toutes ces propriétés mécaniques que nous avons sur notre site. Alors, en complément, je pense que c'est des informations qu'on doit trouver aussi dans ces fiches sur les températures. Donc, peut-on faire passer des fluides froids ou chauds dans les pièces? Et donc, quelle température? Donc, ça doit dépendre de chaque matériau. Exactement. C'est des informations que vous avez aussi dans ces fiches de présentation des matériaux? Exactement. Et si c'est le cas, en fait, ils peuvent être très, très poussés. Dans ce cas-là, on pourra en discuter sur le projet avec la personne qui s'intéresse, avec des mesures très, très poussées. On peut même aller jusqu'à pour faire NDA et puis fournir des analyses qui sont très, très, très détaillées ou très poussées, en fait. Donc, ça, c'est possible aussi. Voilà, pour donner à titre indicatif de mémoire sur nos matériaux, mais en termes de tenue à la chaleur, on va pas très très haut, mais on est sur certains matériaux, je veux dire en maximum, Tetiana, tu me corriges si j'ai des bêtises, mais c'est 80-100 degrés si c'est du PA12 ou du PP typiquement. Voilà. Après, en température basse, j'ai jamais eu ce cas-là, ce type de demande, donc j'ai pas de données en tête, très sincèrement. Effectivement, en fait, il faut prendre en compte les points de fusion de chaque matériau. Donc, si par exemple le polyamide 11 ou 12 qui va fondre à l'entour de 190 degrés, donc bien évidemment, on ne peut pas aller jusqu'à cette température-là. Donc, les températures qu'on peut noter, c'est maximum jusqu'à 120 degrés que les pièces ils peuvent résister à cette température. Mais si on prend des cas des élastomères, ça va être complètement différent. Donc, toutes ces caractéristiques-là, on peut trouver, effectivement, nous avons, puisque c'est aussi la base, donc on peut aussi fournir la gamme de température en fonction des matériaux, les résistances à la température surtout. Ok. J'ai une autre question sur la rugosité. Donc, au niveau rugosité de l'aspect pièce ou de certaines zones, jusqu'où allez-vous? Alors, nous imprimons notre pièce, en fait, et là, autour de la pièce brute, on va dire, après le nettoyage par le sablage. Donc, elle va avoir jusqu'au 10 microns RA. Voilà. Après, cette rugosité, déjà, au niveau de toucher, en fait, c'est déjà assez lisse si on touche avec nos doigts.
Ensuite, on peut baisser, on a beaucoup de techniques en fait pour baisser cette rugosité, c'est-à-dire qu'on peut laisser la surface avec des différentes méthodes que j'ai un petit peu présentées pendant nos premiers webinaires. En fait, on peut utiliser des post-process, par exemple les polissages par vapeur chimique. Donc, on va descendre cette rugosité jusqu'au 2 microns. Donc, en fait, ça dépend des applications, de certaines applications comme des bras de robot. Ils ne gênent pas d'avoir la rugosité de 10 microns. Mais pour des autres applications, c'est très important que la pièce soit très lisse ou traitée ou même effectuer le painting, des autres types de post-process nécessaires pour certaines applications. Merci Titi. Peut-être en direct, vous voyez là, vous avez une ventouse, c'est du TPA, donc c'est un élastomère qui a été produit sur nos 4200. Donc ça, c'est la pièce brute. Là, vous avez en fait le même matériau qui a été post-processé, c'est-à-dire il y a du polissage chimique et du dyeing, c'est-à-dire c'était trempé dans du noir pour l'aspect couleur. Et vous voyez, en fait, il y a des textures qui ont été dessinées. Ces textures ont été dessinées sur la pièce pour 0. Et ça, c'est une pièce qui va dans des voitures. Voilà. Je ne peux pas dire la marque et où, mais là, vous avez une pièce finale. En plus, il y a des textures par-dessus, Voilà. donc Et il y a alors, vraiment l'aspect la peau. ouais, c'est dommage parce qu'on ne voit pas bien l'arrière de la pièce, mais il y a un design en fait assez particulier sur cet élastomère. Ouais, j'ai du mal. Voilà, on voit un petit peu ce que ça donne à l'arrière de la pièce. On a des sortes d'élastiques, du moins des tampons, qui permet en fait d'améliorer le montage de cette pièce. Et là, vous voyez l'aspect texture sur cette pièce. Donc en gros, vous avez ça sorti de machine et vous pouvez avec du post-processing, soit faire ça en interne ou comme je disais par des services bureaux, atteindre des niveaux de rugosité, de peinture, de teinture qui sont très très avancés. On applique même, quand on va aller très très loin en fait sur un état de surface, un bon état de surface, du polissage chimique sur nos pièces. Mais il est clair que le polymiroir, il faut oublier. Jamais on pourra l'atteindre. Là, avec nos technologies, mais en tout cas, vous pouvez atteindre des RA qui sont plus que satisfaisants. Voilà. Je crois que le commentaire de la personne qui avait posé la question, il disait qu'il pensait à des zones d'étanchéité de joints. Oui, on a notamment une grosse discussion en cours avec une filiale du groupe Dover sur des pièces où on a cette problématique-là, étanchéité des joints, et on a passé les tests avec succès, il n'y a aucun problème. Okay. Voilà. Sur notamment des pièces qui sont en PA11, donc c'est le matériau qui est biosourcé et recyclable. C'est une des autres requêtes du client final. Et aussi, bien évidemment, on présente un PP, un polypropylène, aussi une bonne étanchéité et une étanchéité parce qu'on utilise des pièces en fait dans le milieu d'automobile où on met de l'huile dedans en fait et ça n'effuit par aucun joint de cette pièce-là. Alors pour ceux qui ont mis les discussions, vous voyez qu'il y a quelqu'un qui a vérifié les fiches de présentation des matériaux. Donc, vous avez un exemple qui est en lien. Et puis, donc, on a la question par rapport aux couleurs. Donc, vous n'avez pas parlé des couleurs possibles pour les pièces. Sauf erreur, je crois qu'on peut faire de la polychromie, non? Non. Bon, des pièces en couleur, pour le moment, on ne peut pas pour le moment imprimer des pièces en couleur. Donc, c'est pour ça qu'on propose des différents post-process qu'on peut effectuer, les paintings, les dyeing, en fait, pour mettre presque toutes les sortes de couleurs. Parce qu'on imprime avec le matériau, donc on a la couleur gris au final, parce qu'on a des agents détaillants et fusionnants, donc qui sont des couleurs noires. Donc, au final, notre pièce, comme Hervé l'a présenté à travers les caméras, en fait, est la couleur plutôt gris foncé. Donc, ensuite, on peut effectuer beaucoup de différents post-process pour justement avoir une couleur souhaitée.
Mais pour imprimer les pièces en couleur, pour le moment, ce n'est pas disponible. C'est une méthode forte. Vous pouvez choisir la couleur que vous voulez pourvu que ce soit du noir. Donc, Non. En fait, au niveau du post-processing, on a pas mal de cas d'application, notamment au CEA. On a un très joli showroom là-bas avec eux et HP Labs où on a des pièces avec des couleurs très très variées, y compris jusqu'à la métallisation des pièces. voilà, mais c'est en post-production simplement. Ouais, c'est en post-processing, mais effectivement, comme tu as raison, c'est du post-processing exclusivement, ouais, tout à fait. J'ai une question après. Donc, compte tenu des machines actuelles, comment évaluez-vous la qualité des propriétés mécaniques des pièces imprimées par rapport aux pièces extrudées? Tetiana, tu veux répondre ou je fais un petit commentaire là-dessus? Tu peux faire, je vais ajouter. Alors déjà, la première des choses, c'est revenir à la fonction de la pièce. En général, quand on revient à la fonction de la pièce, on n'a pas du tout la même topologie en impression 3D, souvent, très souvent, que les pièces qu'on peut avoir en fait en production conventionnelle, traditionnelle. Ça, c'est le premier aspect. Comme l'a dit Tetiana lors de ce webinaire, et je pense qu'elle a appuyé lors des précédents, c'est on a des une très très bonne isotropie des propriétés mécaniques sur nos pièces. De par en fait la technologie d'impression. Deux, on obtient des pièces qui sont non poreuses. Voilà ce que je peux dire. Effectivement, les propriétés mécaniques sont très élevées parce que, comme j'ai aussi présenté durant mes premiers webinaires, qu'en fait, on fait fondre la poudre, en fait. Et cette poudre-là, en fait, elle passe par des étapes, par des phases liquides et après, elle se solidifie. Donc, en fait, grâce à cette étape-là qui se solidifie tout de suite, en fait, on n'a pas de port par rapport des autres technologies comme SLS, par exemple. Donc, cette propriété-là, où on n'a pas de port, en fait, elle présente les propriétés mécaniques très élevées. Et donc, c'est pour ça, en fait, on peut faire des tests, on peut faire des tests même poussés pour savoir, en fait, quel poids maximal, par exemple, notre pièce il peut supporter. Mais alors là, je vais dire aussi une chose, qu'il faut faire attention aussi sur le design. Parce que la pièce qui est toute remplie, qui est toute dense, en fait, qui est toute remplie de poudre avec une surface de contact très élevée, donc elle va tenir effectivement le poids très grand. Mais si ça va être une toute petite délicate design où il y a des épaisseurs de parois de 0,1 mm, donc bien évidemment, ça ne va pas être pareil au niveau des propriétés mécaniques. Donc en fait, il faut analyser un petit peu étape par étape la pièce, le design et ensuite le matériau et comment il se comporte avec quel produit ou avec lequel poids en fait. Donc tout ça, ça va permettre de déduire ou donner le conseil par rapport des propriétés mécaniques finales de la pièce imprimée. Il y a une question ensuite sur les tolérances min-max des pièces réalisées. Alors, dans cette question, si je me permets, je vois deux volets. C'est la précision qu'on peut atteindre et la répétabilité. Chez HP, on est quasiment un des seuls fournisseurs en fait de solutions d'impression 3D où on fournit ce type de données. Alors, ça dépend en fait de la morphologie de la pièce et de la taille de la pièce. Mais on a des données à fournir et à partager avec vous. Il n'y a aucun problème. Ça dépend de vos pièces. Mais typiquement, je parlais en fait d'un projet sur lequel on travaille depuis déjà 1 an et demi. Les derniers résultats qu'on a eus, on était sur des précisions qui atteignaient 0,1, 0,05. Voilà, on était entre 0,1 et 0,05 mm. Donc effectivement, on n'est pas sur des précisions qu'on peut atteindre en injection plastique, mais tout de même. En répétabilité, voilà, Tetiana, si je dis pas de bêtises, on était sur les mêmes gammes de valeurs.
Donc, le client final a vraiment validé, qui produit des machines en mode industriel, on parle des milliers de machines par an, a validé en fait à la fois la précision et la répétabilité du procédé de ce côté-là. Mais on peut, là encore, partager des données. Voilà, ça dépend du niveau de précision que vous voulez chercher et de la répétabilité, mais ça me permet de faire la transition avec la question que je vois sur les 580. Les 580, c'est les machines effectivement qui faisaient de la couleur, qu'on a arrêté en fait l'année dernière, fin d'année dernière. Pourquoi? Parce que là, HP suit la tendance du marché, pour être clair. La tendance du marché, c'est d'aller en fait en production. On a plus en plus de demandes pour faire de la production et de la production de masse avec nos solutions d'impression 3D. Donc, on a abandonné en fait toute la partie prototypage. De toute façon, toutes les toutes les projections marché qui sont données à l'heure actuelle aux US et en Europe montrent que le prototypage continue à croître, mais c'est la partie production qui va vraiment exploser dans les prochains mois, prochaines années. Donc, nous, HP a décidé de concentrer tous les efforts, services, R&D, support sur les machines de production, c'est-à-dire série 4002 et 5002. Et on a abandonné en fait les machines de prototypage, sachant que celles qui sont encore dans le parc, celles qui sont utilisées par nos clients actuels, bien évidemment, on fait le support, le suivi et on fournit les consommables à ces clients existants. On a juste arrêté la production des machines. D'accord. Donc, pour ceux qui en ont, ça vient des collecteurs, ça va prendre de la valeur. Donc, c'est une bonne opération. C'est ça, on peut dire ça. Ça va vendre cher dans quelques années. Revendre très cher. Ok. Et sinon, la vidéo qui a été partagée est intéressante. On voit effectivement des pièces imprimées en 3D en couleur et ça avait de l'attrait. Donc, on espère que peut-être on fera de la production en couleur dans quelques années. Il y a des choses qui vont... pas le droit de le dire. Ouais, il y a des choses qui vont déjà bouger cette année, je pense. D'accord. Ok. Écoutez, je pense qu'on a bien avancé sur le sujet. Je vous remercie pour votre intérêt, notamment pour détecter les usures des pinces. Ah, d'accord, oui. Donc, le fait d'avoir de la couleur, c'est pour avoir effectivement un espèce d'indicateur de quand est-ce que la pince est usée et qu'il faut la remplacer. Oui, effectivement, ça pourrait être le cas. On pourrait avoir en faisant du dyeing sur les pièces, on peut avoir le même type de contrôle, c'est-à-dire usure au niveau de la peinture, de la teinture appliquée sur la pièce. On a pas mal on fait pas mal aussi de coating, c'est-à-dire voilà, de peinture et de dyeing au niveau des pièces. On peut obtenir le même type de contrôle au niveau des pièces avec ces méthodes-là. Je ne pense pas que ça soit bloquant. En tout cas, si pour conclure, Philippe, si tu me permets, si vous avez des projets, des besoins, des demandes, n'hésitez pas à nous contacter. On pourra vous aiguiller. Et comme je l'ai dit, nous, on n'est pas là aujourd'hui pour vendre des machines. Tant mieux s'il y a du volume chez l'un d'entre vous. Mais c'était pour vous aider peut-être à faire des premiers essais de tests en impression 3D avec notre technologie. Et là encore, on peut vous conseiller et vous orienter vers des services bureaux et qui pourront vous aider à produire les premières pièces. Mais en tout cas, n'hésitez pas, surtout pas à nous contacter. On pourra vous aider et vous apporter des premiers conseils, voire peut-être imprimer quelques pièces pour vous spécifiquement. Ça, on est capable de le faire. Par contre, avoir de la production sur le long terme avec HP, ça, c'est pas notre cœur de métier. On a des partenaires, les services bureaux, qui font ça et qui font ça très bien. Et du coup, peut-être que dans les services bureaux existants, il y en a qui ont des 580 et qui peuvent encore faire des prestations en couleur. Oui, on peut trouver, tout à fait. Okay. On peut vous mettre en contact, il n'y a aucun problème. Très bien. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Je vous remercie tous de nous avoir suivis sur ces 3 mardis techno dédiés à l'impression 3D avec HP.
Donc, on est là. Donc, HP, vous avez eu les coordonnées des intervenants sur leurs adresses email, sur leur nom, avec l'affichage de Zoom. Vous pouvez aussi me contacter Robotics Place par l'intermédiaire des différents points d'accès qu'on vous donne au travers du site web Robotics Place. Vous avez aussi mon adresse email puisque je vous ai envoyé les liens. N'hésitez pas à nous contacter. On est là pour répondre à vos attentes. Et puis, je vous donne rendez-vous du coup à la semaine prochaine avec un nouveau sujet sur la maintenance prédictive. Donc, avec une intervention d'une société toulousaine qui s'appelle Assystom. Merci Tatiana, merci Hervé, merci Laurent, tu n'as pas beaucoup entendu, mais tu étais là en support moral. Tatiana et Hervé ont fait du très bon boulot. Pas besoin d'intervenir. Je vous remercie tous pour ces 3 sessions d'impression 3D et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir. Merci. Merci Au revoir. à vous tous. Au revoir. Merci. Au revoir.